Salam alaikum, Azul Filawen, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez tous très bien. Merci à vous tous de nous avoir rejoints encore une fois à notre webinaire Conseil Carrière, aujourd'hui qui va parler des tests psychométriques. Donc aujourd'hui, beaucoup d'entreprises utilisent des tests d'évaluation dans leur procédure de recrutement, que ça soit en présélection, en entretien d'embauche, ou même en évaluation ou bien en perspective d'évolution de carrière. Donc, aujourd'hui, nous avons vraiment le plaisir d'accueillir avec nous pour en parler Madame Samira Fekrache, qui, je le rappelle, est psychologue, directrice générale du Centre de recherche et d'application psychologique, le CRAP, qui est également mentor et membre de l'ONG Madefco, donc qui intervient en Afrique dans l'insertion des jeunes entrepreneurs. Elle est également secrétaire nationale chargée de la formation et du développement humain auprès de l'Observatoire algérien de la femme et elle produit beaucoup d'émissions et de rubriques à la télévision et à la radio, que ce soit en Algérie ou dans le monde arabe. Donc, bienvenue Samira. Merci beaucoup de nous avoir rejoints dans ce webinaire. Merci Yasmine, merci à tous les participants qui nous ont rejoints et aussi pour cette opportunité de parler de ce thème très intéressant, mais aussi qui est en vogue et où il y a beaucoup à dire parce que bon, c'est vrai que c'est un sujet très vaste et quand il est vaste, il y a parfois ça laisse des places à des opportunistes qui peuvent entacher la qualité de cette prestation et de ce produit. Très bien, très bien. Donc, merci à vous justement de pouvoir nous éclairer encore plus à ce propos. Je rappelle à tous nos participants qui peuvent justement poster leurs questions et partager avec nous leurs expériences à travers l'onglet questions et l'onglet chat. Première question, Samira, si vous le permettez. Donc, première question qui me vient à l'esprit, qu'est-ce que les tests psychométriques? Est-ce que vous pouvez justement nous donner une petite définition? Alors, tout à fait. Donc, les tests psychométriques, c'est des tests qui ont été développés pour répondre à une problématique. Aussi, c'est des tests qui ont été développés avec une théorie. Qui ont fait l'objet d'études, donc de validité, de fiabilité, de fidélité, de restitution des résultats, et où il y a un travail en continu de recherche sur l'adaptation, mais aussi sur les normes, pour qu'ils répondent le plus près aux besoins réels pour lesquels ils ont été développés. Donc, les tests psychométriques ne datent pas d'aujourd'hui. Il y a des tests qui remontent à plusieurs années. C'est vrai que ça a pris l'essor a pris une grande ampleur depuis les années 50. On en parle beaucoup ces dernières années, ces 10 dernières années, surtout dans les pays européens, parce que bon, ça a été très développé dans les pays scandinaves et dans les pays aux États-Unis. Et depuis quelques années, c'est arrivé au Maghreb. Ça prend une bonne part des préoccupations des intervenants, surtout dans le domaine de la ressource humaine, et ça répond à plusieurs problématiques. Très bien. Donc, quels sont les différents types de tests qu'on pourrait éventuellement rencontrer? Est-ce que ça concerne uniquement le domaine du recrutement ou de l'entreprise en général, ou est-ce que ça peut toucher à d'autres secteurs?
Voilà, donc là, c'est très important parce que ça nous amène aussi à parler de la question psychotechnique, psychométrique, etc. Alors que réellement, c'est la même chose. Donc, tant qu'un test a été conçu de manière scientifique, sur des bases scientifiques, sur un arrière-plan théorique, il y a une étude de validité sur les tests. Fait de ce test qu'on parle là de psychométrie. Parce qu'il y a une étude statistique, il y a une étude d'étalonnage, de normes, etc. Par la suite, ces tests qu'on appelle psychométriques, psychotechniques, répondent à différents besoins qu'on peut utiliser dans le domaine, par exemple, du recrutement, de la sélection et de l'évaluation, comme on le fait beaucoup ces dernières années, mais aussi, c'est des tests aussi d'orientation, par exemple, scolaire, d'orientation professionnelle, c'est des tests dans le psychométrique ou le psychotechnique, on trouve aussi des tests de personnalité qui répondent à cette exigence, parce que bon, là aussi, sur les tests de personnalité, il y a certains, on retrouve sur le net, par exemple, certains tests de personnalité qui n'ont rien à voir avec un test de personnalité réel. Donc, et là, ça peut fausser le diagnostic, parce qu'un test de personnalité, on peut retrouver, par exemple, un test de personnalité qui répond aux exigences de la vie professionnelle, parce qu'en tant que, par exemple, en tant que recruteur, en tant que personne activante dans le domaine, par exemple, de la ressource humaine, on n'a pas le droit de s'ingérer dans la vie privée des gens. Donc, le côté professionnel nous intéresse, son adaptabilité avec la fonction, sa sociabilité, tout ce qui est relation avec les autres, le travail de groupe, le travail individuel, etc. Mais tout ce qui concerne la vie privée, la sphère privée du candidat ne nous intéresse pas et on n'a pas le droit, de manière déontologique, on n'a pas le droit de s'ingérer dans la vie privée des gens. Donc là, par exemple, les tests qu'on retrouve sur le net à accès libre ne respectent pas ce paramètre. Et c'est là où on voit aussi la fiabilité et la validité d'un test. Un test psychotechnique ou psychométrique qui est protégé scientifiquement, on ne le trouve pas en vente libre. On a des accès, des licences d'utilisation pour le test, mais on ne peut pas, ce n'est pas n'importe qui peut utiliser un test. C'est pour ça que je dirais que là, il faut vraiment être très prudent soit en tant que spécialiste en ressources humaines, ou bien même par curiosité humaine aussi, de se dire, ah, je vais utiliser tel test. Parfois, ce ne sont pas des tests, ce ne sont que des outils qui permettent une investigation sur un domaine de la vie de l'individu, mais pas plus. Alors, alors, les tests psychotechniques et psychométriques, on les retrouve généralement dans tout ce qui a trait, par exemple, au raisonnement logique, tout ce qu'on appelle intelligence émotionnelle, tout ce aux motivations, aux capacité à la prise de décision, au leadership, etc. Donc, par la suite, nous avons plusieurs éditeurs connus à l'échelle internationale qui ont des tests de grande validité et de fiabilité scientifique. Très bien, très bien. Donc, d'après ce que j'ai compris, Samira, on peut facilement tomber dans des types de tests qui ne sont pas du tout ni fiables, ni représentatifs justement de la notion qu'on voudrait évaluer. Et donc, ça pourrait éventuellement porter préjudice soit à l'expert au recrutement, soit à la personne qui passe ce test. Donc, ça pourrait être, donc ça pourrait être pas à notre avantage, mais plutôt contre nous, justement, si on passe justement ces tests qui n'ont pas de fiabilité. Voilà, aussi, je voulais savoir, est-ce qu'il y avait une préparation justement pour pouvoir passer un test psychométrique et dans quelles conditions réelles sont passés des tests psychométriques, donc qu'ils soient en ligne ou bien des tests écrits?
Voilà, j'adore cette question parce elle répond à une question qui revient souvent chez les candidats. Dès on leur annonce qu'ils sont programmés pour un test psychotechnique, est-ce que je dois en préparer? Qu'est-ce que je dois préparer? L'angoisse, le trac, l'anxiété. Alors que là, il ne faut pas du tout préparer quoi que ce soit. Un test psychotechnique doit être, je dirais, il doit être préparé dans la sérénité. On cherche à connaître l'individu en lui-même. On ne cherche pas à connaître la meilleure facette de l'individu. Si on commence à se préparer et si on commence à se mettre la pression de l'examen, on fausse réellement les résultats et on ne donne pas le vrai visage du candidat. Et ça porte préjudice par la suite aux résultats, mais aussi à la capacité d'évaluation. C'est ce qu'on retrouve beaucoup chez des candidats qui perdent beaucoup de temps à essayer de comprendre sur quelle base est construit le test et quelle est la meilleure réponse qu'ils doivent donner, alors que ça va impacter réellement le résultat final. Et ça va nous donner plus un indicateur qu'il y a le facteur dissimulation chez le candidat, qu'il y a une partie du candidat qui n'est pas divulguée et ça va impacter toute l'évaluation, mais aussi tout le déroulement du test. Dans un test psychométrique, ou ce qu'on appelle communément psychotechnique, le plus important, ce n'est pas de donner toutes les réponses, c'est de donner les réponses dont on est sûr. Et par exemple, ça, quand on est sur des tests de raisonnement logique, on ne peut pas répondre à toutes les questions. C'est des tests qui sont chronométrés, donc il faut donner le maximum de réponses juste dans le temps qui nous est dédié. Si on essaie de comprendre la logique sur laquelle est construit le test et d'essayer de terminer tout le test, là, on tombe dans le piège de ne pas donner les bonnes réponses. Et quand on est, par exemple, sur des tests de personnalité, c'est là, vraiment, on cherche que l'individu soit spontané. Donc, c'est la première réponse qui nous vient à l'esprit qu'il faut donner. Si on commence à essayer d'enjoliver la réalité et d'essayer de donner le soi-disant, entre guillemets, le meilleur de nous-mêmes, c'est là où on fausse les résultats et on le voit dans le profil qu'on va avoir du candidat à l'exploitation des résultats qu'il y a de la dissimulation, qu'il y a un manque de confiance en soi, qu'il y a le facteur stress qui était très important. Beaucoup de candidats me disent non, on ne peut pas détecter ça. Je dirais non, on peut le détecter. Un bon test qui est construit de manière sur une bonne base théorique et avec une grande validité scientifique, nous donne toutes ces indications. C'est pour ça que le meilleur conseil qu'on peut donner aux candidats et aux personnes qui nous suivent dans ce webinaire, c'est que si vous êtes invité à passer un test psychotechnique, ne préparez rien. Dormez bien, avoir une bonne nuit de sommeil, être très confiant et ça vous permet de vous connaître. Un test psychotechnique vous permet de faire le point avec soi. C'est simple. Après d'avoir fait par exemple 1 ou 2 ou 3 ou 4 tests, à la fin, on se sent comme vidé. Mais vidé de quoi? Vidé de toute la pression qu'on avait auparavant et ça nous a permis de travailler sur soi. À un moment ou un autre, on se pose la question: ah, je suis comment? Quelle est la réponse que j'ai donnée et sur quelle base j'ai répondu. Donc tout ça fait que un test psychotechnique doit être préparé dans la sérénité et dans la quiétude aussi. Je t'entends mal, Yasmine, tu dois activer ton micro. Ok.
Là, Samira, vous avez parlé des personnes qui peut-être ont dû passer plusieurs fois des tests ou plusieurs fois le même test. Oui. Est-ce que les résultats des tests de ces personnes-là seront faussés vu qu'ils connaissent déjà les tests et qu'ils appréhendent un petit peu mieux les réponses? Et donc, qu'est-ce que vous conseillez à ces personnes-là? Alors, je dirais déjà de prime abord, quand on passe un test je reviendrai sur le terme valeur scientifique. Si c'est un test qui a été bien construit, les résultats ne changent pas énormément. Ils ne changent qu'au bout de max une année, 2 ans, parce que il y a une maturité individuelle qui s'installe. Soit on progresse dans notre vie, soit par la suite, parfois ça nous arrive aussi de régresser du fait de certains événements de la vie, de notre environnement, etc. Et il n'y a pas une grande différence dans les résultats. Donc même si les résultats vont changer d'1 ou 2 degrés, pas plus. Ça, c'est si par exemple on tombe sur un test où on était par exemple à une échelle inférieure et on se retrouve à une échelle supérieure, c'est qu'il y a un problème dans le test. On ne peut pas changer ces résultats de manière très qui est une progression spectaculaire. Donc, par exemple, en 2 mois ou 1 mois ou 3 mois. Donc là, je dirais un bon test qui est bien construit, on ne peut pas se rappeler des résultats. Donc on a beau apprendre les réponses, on ne pourra pas donner toutes les bonnes réponses. Même sur les tests qu'on appelle tests de quotient intellectuel, tests de raisonnement logique, etc. Même un génie, même quelqu'un qui est dans cette catégorie ne peut pas donner toutes les réponses. Il donnera le maximum de réponses justes, mais on ne peut pas donner toutes les réponses justes. Donc, c'est pas la peine de se mettre ça ne sert absolument à rien de se mettre la pression, de se dire je dois répondre à toutes les questions, je dois donner toutes les bonnes réponses. Non, c'est un maximum de réponses justes qui nous intéresse. C'est pour ça que le conseil aussi que je donnerais par exemple aux candidats, si vous êtes sur un test de raisonnement logique ou un test chronométré, n'essayez pas de perdre votre temps à des questions où vous butez, où vous n'arrivez pas à trouver la solution. Allez vers autre chose, passez. Si par la suite vous avez du temps avant la fin du test, vous revenez vers les items que vous n'avez pas résolus. Sinon, ne vous mettez pas la pression. Le plus important, c'est le maximum de réponses justes, le maximum de réponses où vous êtes sur votre réponse et de ne pas être déstabilisé par le stress et par le trac de l'examen. Très bien, très bien. Aussi, ce que je voulais savoir, Samira, reçoit-on systématiquement les résultats des tests qu'on passe? Et aussi, je voulais savoir comment est-ce qu'on pourrait, en tant que candidat ou qu'individu ayant passé ce test, comment est-ce qu'on pourrait mettre à profit l'interprétation de ces résultats? Alors, déjà, pour la première partie des résultats des tests, on ne les reçoit pas systématiquement. Ça dépend dans quel contexte on les passe. D'accord. Nous avons, et aussi, par exemple, si c'est un test dans le cadre d'un recrutement, d'une sélection, donc le test a été, je dirais, commandé, a été ordonné par l'employeur ou par le recruteur. Donc, les résultats reviennent à l'organisme qui a commandé le test. Et si on a l'accord de le transmettre au candidat, on peut le faire, mais beaucoup de recruteurs, pour éviter des problèmes de devoir se justifier sur leur choix de candidat, n'autorisent pas l'organisme ou la personne chargée du test de communiquer les résultats. Par la suite, si c'est à titre individuel, on a maintenant sur des plateformes où ils nous permettent de transmettre aux candidats les résultats en instantané, ou bien par exemple 2 ou 3 jours après, il reçoit ces résultats. Donc ça dépend dans quel contexte on
on utilise les tests et quel est l'objectif aussi de l'évaluation. Donc, ça diffère quand on le fait à titre individuel ou quand on le fait dans le cadre d'une entreprise. Par exemple, ça arrive aussi, par exemple, dans le cadre des promotions internes ou de l'évaluation des compétences des collaborateurs, que la direction de la ressource humaine ou le PDG ou le DG d'une entreprise organise une campagne d'évaluation, mais l'exigence, c'est que tous les résultats arrivent chez lui et que le candidat n'a pas accès à ces résultats. Donc, on ne peut pas s'ingérer dans la décision de la partie qui a ordonné cette opération d'évaluation des compétences. D'accord, très bien. Et ce que je voulais également savoir, c'est en fait, est-ce que les personnes justement qui ont passé un test, je voulais savoir en fait à quel point les résultats des tests pouvaient être déterminants dans l'objectif pour lequel le test a été passé. Si par exemple on passe un test dans le cadre d'un recrutement, à quel point les résultats du test peuvent impacter la décision du recruteur quant au recrutement ou non de cette personne-là? Je dirais que les résultats des tests constituent 70 à 80% la décision du recruteur. Et ça permet une lecture je dirais plus fiable du CV du candidat, parce que malheureusement, sur les CV qu'on reçoit, généralement, c'est des CV qui sont faits de manière copier-coller. Donc, parfois, il n'y a pas d'innovation sur le CV. Ça ne reflète pas réellement le candidat, tandis que le test et les tests qu'il aura à passer vont nous donner un profil détaillé du candidat et à quel point il correspond à ce qu'on recherche, donc à la fiche de poste. Et par la suite, c'est complété aussi par les entretiens qu'on a avec le candidat. Par la suite aussi, ce qui va confirmer ou infirmer les résultats des tests, c'est aussi les résultats lors de l'entretien. Parfois, ça nous arrive de shortlister des candidats et ce n'est pas le premier candidat qui est shortlisté qui va être retenu, c'est le troisième, parce que il y a aussi la relation qu'on a lors de l'entretien, surtout à la décision finale, par exemple avec le DRH, avec le directeur de l'entreprise. Il va se sentir plus à l'aise avec le candidat qui est classé en deuxième ou en troisième position qu'avec le candidat qui est classé en première position. Donc, il y a tout un mix, mais reste que les tests psychotechniques, à mon avis, 80% de la décision revient au résultat qu'on a au test psychotechnique. Très, très bien, très, très bien, Samira. Et justement, dernière question pour ma part. Pour les personnes qui souhaiteraient justement faire des tests psychométriques pour s'auto-évaluer, est-ce qu'ils pourraient éventuellement se rapprocher d'un organisme ou quoi que ce soit d'autre qui fait justement les tests pour pouvoir faire des tests pour s'auto-évaluer, pour mieux peut-être se connaître et mieux justement apprécier les résultats de tests et pouvoir s'améliorer sur les lacunes qu'auront détecté ces tests? Eh ben, je dirais à toutes les personnes qui veulent passer des tests qu'il faut d'abord choisir l'organisme auquel ils font appel. Il faut faire appel à des organismes qui sont connus pour ça, qui ont cette expertise. Cette expertise aussi de l'analyse des résultats, parce que c'est très important. On voit de nos jours des personnes qui s'affichent sur
sur la toile en tant qu'expert en ressources humaines, experts dans le développement humain, etc., mais qui n'ont pas réellement cette expertise. Donc, il faut savoir à qui on a affaire, le type de tests qui sont utilisés, ils répondent à quels critères, la valeur scientifique réelle du test. Ça, c'est très important pour faire son évaluation. Et je dirais que c'est très important de faire au moins une fois dans sa vie une évaluation de ses compétences. Ça permet de faire le point sur soi-même, de savoir quels sont les points qu'on doit développer, quelle est notre zone de confort pour savoir comment sortir de cette zone de confort, parce que la zone de confort, c'est bon pendant un moment, mais c'est une arme à double tranchant, parce que ça nous amène c'est une force d'inertie avec le temps, ça nous tire vers le bas. Donc, comment développer nos aptitudes et nos compétences. Ça nous permet aussi de savoir, d'avoir une meilleure lecture de nos motivations dans la vie, ce qui nous motive réellement dans notre vie professionnelle. Parfois, on a face à nous, surtout lors des entretiens, des candidats qui croyaient être motivés plus par exemple par le salaire, alors que réellement ils étaient motivés par autre chose. Ils sont motivés par le travail en équipe, ils sont motivés par la considération, ils sont motivés par l'altruisme, la capacité à donner et apporter un plus à leur communauté. Donc, tout ça, on ne peut l'avoir que par des tests psychotechniques et par des personnes qui sont habilitées à le faire, qui sont reconnues pour ça et qui sont là pour nous accompagner et pour une meilleure orientation aussi dans la vie active, et soit pour les personnes qui viennent de terminer leurs études pour commencer une vie professionnelle sur des bases stables, ou bien aussi pour des personnes qui ont entamé leur vie professionnelle, mais qui veulent peut-être donner une nouvelle tournure à leur vie professionnelle, une reconversion, peut-être parfois aussi savoir comment progresser. Parfois, on est en but sur quelque chose, alors que réellement, on a pris le mauvais chemin. Donc, pour savoir comment pouvoir s'en sortir, c'est en faisant un bilan de compétences, c'est en faisant une évaluation de ses compétences et de ses aptitudes. Ça nous permettra de mieux voir et de mieux analyser notre évolution et nos objectifs d'évolution de carrière. Très bien, très bien. Ben, écoutez, merci beaucoup, Samira, pour toutes ces précisions. Maintenant, je vous propose de passer aux questions de nos participants. Donc, je vais déjà entamer la première question. Donc, c'est la question de Mariam Bouamra qui nous dit quand on a déjà fait le test et que nous disposons d'un rapport, peut-on en parler lors de notre entretien d'embauche et peut-il faire changer la donne dans notre candidature? Alors, ça dépend qui vous avez en face de vous, déjà. Voilà, donc c'est très important. Est-ce que la personne que vous avez en face de vous est une personne qui est adepte des tests psychotechniques, qui donne de la valeur à ce type d'analyse, et aussi à la qualité aussi du test que vous avez passé. Donc, si c'est un test qui est reconnu, si ça a été fait par un organisme qui est reconnu aussi, ça sera un point fort pour vous. Mais je reste sur le fait qu'il faut d'abord savoir qui vous avez en face de vous, sans regard vis-à-vis des tests, parce que vous allez pouvoir tomber sur une personne qui travaille dans le domaine des ressources humaines, mais qui ne donne aucune, et je dirais nullement aucune importance aux tests psychotechniques, qui va dénigrer les tests psychotechniques, leur utilité, etc. Donc, il faut d'abord savoir un petit peu l'arrière-plan de cette personne, et par la suite, vous pouvez en parler, vous pouvez montrer vos résultats, et bien sûr,
à condition que cette évaluation date de moins de maximum 2 ans. Plus de 2 ans, ça n'a plus aucune valeur parce qu'on évolue, on est des êtres humains, on évolue, il y a une maturité qui s'installe, nos intérêts peuvent changer et moins de 2 ans, vous pouvez utiliser ça. Plus de 2 ans, il vaut mieux ne pas en parler. Très bien, très bien. Justement, il y a Amir qui a mis le doigt justement sur ce que vous venez de dire. Il dit qu'il y a beaucoup d'entreprises où on applique ce genre de test sans avoir les compétences réelles pour interpréter les résultats. Donc, elle a oui. Donc, voilà. Vous nous avez dit justement qu'il fallait être très prudent avec l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Exactement. Et ça, c'est très important. Ce n'est pas, je dirais, il faut pas se targuer d'avoir un test, mais comment l'utiliser, comment l'interpréter. C'est une responsabilité. C'est une responsabilité morale. C'est une responsabilité scientifique, c'est un poids qu'on a en tant que spécialiste dans ce domaine. Donc, si on utilise un test, il faut être, je dirais, certifié pour l'utiliser, certifié pour l'interprétation, et on a cette responsabilité de résultat. Donc, quand je dis responsabilité de résultat, c'est qu'on ne doit pas se tromper sur l'analyse et on ne peut pas être dans une approche discriminatoire vis-à-vis du candidat. Donc, c'est très important de savoir à qui on a affaire, qui interprète ces résultats de test, comment on restitue les résultats. Il y a la confidentialité qui est très importante, il y a la déontologie qui prime et c'est à quelle fin on utilise ces résultats. Donc ça, c'est très important de changer de regard vis-à-vis de l'utilisation des tests psychotechniques. Ce n'est pas un sandwich qu'on achète chez le premier fast-food. Il faut vraiment il faut savoir ce qu'on va utiliser, ce qu'on va consommer et pourquoi on va le consommer aussi. Bien, très bien. Aussi, j'ai une autre question de Yasmine Hamdan qui nous dit qu'est-ce que vous pensez des tests programmés chez les entreprises multinationales qui sont en Algérie? Les questions ne prennent pas en considération la même population et beaucoup de choses diffèrent, environnement, influence, éducation, etc. Alors, normalement, un test, avant d'être utilisé, il doit être adapté et étalonné sur la population dans laquelle on l'utilise. Donc, surtout s'il prend en considération le paramètre culturel. Il y a des tests, même dans les multinationales, qui sont sans apport culturel. Ça, il n'y a pas de problème. On peut les utiliser en tout temps dans n'importe quelle entreprise. Et là, je reprendrai par exemple les tests de raisonnement logique, de gestion du temps, certains tests de motivation. Mais parfois, si on aborde par exemple des tests, même dans les tests de motivation, certains tests de personnalité, là, on peut se tromper d'analyse et parce qu'ils ne prennent pas en considération, ils sont construits sur une base culturelle et ils n'ont pas été adaptés sur la population, par exemple algérienne, et les normes aussi sur lesquelles on va comparer la population ne correspondent pas à la population algérienne. Donc là, on va réellement être dans le flou total dans l'analyse et on ne va pas refléter la réalité du candidat. Donc là, c'est un paramètre aussi à prendre en considération et c'est pour ça que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Il faut que vraiment que ce soit des gens de vrais professionnels qui ont vraiment une connaissance du domaine humain, du domaine de la psychologie, de la
la psychologie du travail, de la psychologie clinique, qui ont travaillé sur le développement des tests, sur la valeur des tests, et que ce soit aussi des gens qui sont habilités à l'utiliser. Ce n'est pas n'importe qui est habilité à utiliser un test, ce n'est pas n'importe qui est certifié pour passer pour l'utilisation des tests et surtout pour l'interprétation des tests. Malheureusement, ce qu'on voit ces dernières années sur le marché de l'emploi en Algérie, je dirais qu'il y a beaucoup de charlatanisme, il y a beaucoup d'amateurisme sur la question de l'utilisation des tests psychotechniques dans différents secteurs d'activité. Je prendrai aussi une question de Sofiane qui nous dit, et pour les professionnels du domaine, est-ce qu'on leur fait également passer les tests? Et donc, je pense que ça rejoint aussi la question de Lamia Bouhadid qui nous dit, les tests sont-ils donnés en fonction du niveau de poste ou bien sont-ils les mêmes quel que soit le niveau de poste? Alors, il y a des tests standards qu'on peut utiliser pour différentes populations, mais il y a des tests qui sont spécifiques d'après le poste qu'on recherche, d'après certains pour certains secteurs d'activité, pour certains domaines d'activité. Et je dirais que même un professionnel, par exemple, dans le domaine des ressources humaines, il doit d'abord lui-même passer les tests pour les faire passer à quelqu'un d'autre. Donc, si on est, par exemple, on travaille dans le domaine de la ressource humaine et on n'a jamais passé de test, on ne peut pas commander cette prestation pour des gens qu'on va intégrer dans notre entreprise ou pour une autre entreprise. Donc, il faut savoir ce qu'on va évaluer. On doit savoir cet outil, connaître cet outil, se mettre dans la peau du candidat pour connaître sa pression, toute la tension qu'il aura lors de la passation du test, mais aussi, ça nous permet aussi d'avoir un regard plus détaillé sur le contenu du test et éviter, par exemple, ce qu'on retrouve, par exemple, dans certaines entreprises, par exemple, je reprends la question qu'on a eue tout à l'heure, dans certaines multinationales où on utilise des tests qui ne répondent pas aux critères culturels de l'environnement, par exemple, algérien. Donc, si on n'a pas utilisé le test, on ne peut pas avoir ces différences. Par la suite, en tant que spécialiste quand on est spécialiste dans le domaine, par exemple, de la ressource humaine, aussi, si on va utiliser ces tests, si on va acquérir, par exemple, une utilisation d'utilisation des tests, il est important aussi d'être formé pour l'utilisation, pour la passation, mais aussi pour l'analyse des données et ce n'est pas seulement avoir un profil et par la suite faire l'analyse comme on le conçoit, parce que entre ce qu'on conçoit et la réalité, il y a tout un monde. Donc, ça doit répondre à une certaine logique, ça doit répondre à des normes et on ne peut pas sortir de ce cadre. Donc, je dirais même pour les gens qui veulent acquérir des licences d'utilisation de tests, qu'il est très important d'avoir une formation, déjà un niveau d'instruction qui nous permette d'être capable d'utiliser le test, mais aussi avoir une formation qui nous permette de connaître comment analyser et comment faire les différents matchings entre les différents candidats et entre les différents résultats qu'on reçoit. Très bien. Là, j'aurais une dernière question de Myriam Bouamra qui nous dit, est-ce que le fait de passer des tests peut-il tester une adéquation entre les collaborateurs et est-ce que cela pourrait éviter des conflits?
Oui, là je dirais totalement parce que ça nous permet de connaître toutes les interactions qu'il y a entre les différents membres d'une équipe. Si on doit intégrer de nouvelles personnes à l'équipe, on saura quels sont les profils qu'il faut intégrer, sur quels paramètres il faudra travailler, s'il faudra développer certaines compétences et certaines aptitudes, quelles sont ces compétences, si on doit mettre un plan de formation aussi sur quel plan de formation il faudra mettre en place. Et ça permet de connaître le capital humain réel qu'on a dans l'entreprise. Donc, c'est très important pour que les entreprises aient cette approche. On n'est plus dans l'évaluation classique d'il y a quelques années, il y a 20 ou 30 ans, où on évaluait les gens sur leur ponctualité, sur leur rendement individuel, collectif. Mais là, on est vraiment sur une harmonie d'équipe, sur une harmonie des valeurs, sur une harmonie des compétences et comment fidéliser ce capital humain qu'on a au sein de l'entreprise et comment le booster pour donner le meilleur de lui-même et aussi et comment le manager ou bien le directeur général ou bien le conseil d'administration ou les membres du directoire puissent contribuer aussi au développement de ce capital humain. Donc, c'est très important d'avoir cette approche d'évaluation des compétences qui est basée sur les tests psychotechniques, qui est vraiment une vraie valeur ajoutée à l'entreprise, mais aussi au plan individuel, parce que même quand on fait à titre individuel un test psychotechnique, ça nous enrichit sur le fait qu'on fait le point sur soi et on sait quelle démarche il faudra avoir dans sa vie professionnelle. Très bien, très très bien. Mais écoutez, Samira, merci infiniment encore une fois de nous avoir rejoints lors de ce webinaire, de nous avoir éclairé à propos des tests psychométriques. Je remercie également tous nos participants pour leur interaction et pour leurs questions. Samira, je vous laisse le mot de la fin. Le plaisir est partagé, Yasmine. Merci à tous les participants. Merci à Emploatic d'avoir organisé ce webinaire. J'espère avoir éclairé nos participants sur cette thématique et je vous souhaite une excellente fin d'année et une année 2021 pleine de santé et de prospérité et aussi qu'on arrive à aborder cette nouvelle année avec beaucoup de confiance en soi et beaucoup de sérénité aussi. Merci beaucoup. On vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette nouvelle année aussi, Samira. Vous revenez quand vous voulez, Inch'Allah, à nos webinaires de carrière. Donc, sur ce, je vous dis à très, très bientôt pour de nouvelles thématiques et de nouveaux webinaires. Passez une bonne fin de journée et à très, très bientôt. Au revoir. Au revoir.